Dis papa, pourquoi ce sont des serveurs Linux qui tournent dans le cloud ? On arrive au bout. 7 épisodes, 70 ans d'histoire. On est parti des mainframes centralisés dans le premier épisode, dans les années 50. On a traversé la rébellion Unix, les guerres commerciales, l'arrivée de Linux, les pionniers du cloud dans le dernier épisode. Et maintenant, quand on regarde le résultat, des millions de serveurs centralisés qu'on loue à la demande, accessibles par un terminal, on se rend compte qu'on est revenu au point de départ, mais en mieux, en beaucoup mieux. Et c'est cette dernière pièce du puzzle que je vous raconte aujourd'hui. Alors dis papa, pourquoi les serveurs dans le cloud, ils sont tous sous Linux ? Aujourd'hui, 7e et dernier épisode, le cercle est complet. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. En septembre 2008, Larry Ellison, le patron d'Oracle, explose lors d'une conférence d'investisseurs. Il dit « What the hell is cloud computing? The computer industry is the only industry that is more fashion-driven than women's fashion. I can't think of anything that isn't cloud computing. » Il dit « C'est quoi cloud computing? L'industrie informatique, c'est vraiment comme l'industrie de la mode. Tout devient cloud computing. » Et il dit que le concept, c'est du complete gibberish, du charabia total. Moi, je l'ai vu sur scène à Java One dire Cloud, c'est juste des vapeurs d'eau. 17 ans plus tard, Oracle Cloud, c'est un business à 25 milliards de dollars par an. Larry Ellison a fini par vendre exactement ce qu'il trouvait ridicule. Mais au-delà de l'anecdote, sa réaction révèle quelque chose de profond. Le cloud, c'était pas une invention, c'était un retour. Alors si vous avez suivi cette série depuis le début, vous avez vu l'informatique osciller comme un pendule entre deux pôles, la centralisation et la distribution. Premier mouvement, la centralisation. Dans les années 50 à 70, tout est centralisé. Les mainframes, c'est IBM, et ça règne en maître dans les entreprises. Dans les années 60, IBM produit 80% des ordinateurs aux États-Unis, et leur modèle est simple, un ordinateur central, des terminaux passifs, des opérateurs en blouse blanche, personne n'achète de machine, on loue du temps de calcul. Le système 360 se loue entre 2700 et 115 000 dollars par mois. Le time sharing apparaît, le CTSS au MIT, au MIT, en 61, et puis Multics, et puis plusieurs utilisateurs peuvent partager la même machine, chacun avec l'illusion d'avoir un ordinateur pour lui tout seul. Deuxième mouvement, la distribution. Le PC d'IBM arrive en 81, et puis le client-serveur. La puissance migre vers le bureau de chaque utilisateur. Chaque entreprise gère ses propres serveurs dans sa propre salle machine. C'est l'ère de la décentralisation maximale. Et du chaos, il faut mieux le dire, du chaos informatique. Des milliers de serveurs à maintenir, à patcher, à remplacer, et des équipes entières dédiées à garder les lumières allumées. Troisième mouvement, la recentralisation. EC2 se lance en 2006, le cloud, c'est le retour du mainframe, mais à l'échelle planétaire. Un commentaire sur Hacker News résume parfaitement la situation. Mainframes are back, les mainframes sont de retour, they're just called the cloud now, on les appelle le cloud. But not much of their essential nature has changed other than the vendor name, mais rien de fondamental a changé si ce n'est le nom du vendeur. Ce mouvement de pendule, centralisation, distribution, recentralisation, c'est peut-être la loi fondamentale de l'informatique si on regarde de près. Le parallèle entre le mainframe des années 60 et le cloud d'aujourd'hui sont vraiment troublants. Prenons ces parallèles un par un, vous allez voir. En 61, le time sharing du MIT permettait à plusieurs utilisateurs de partager la même machine, chacun avec l'illusion d'avoir un ordinateur pour lui tout seul. Aujourd'hui, le multi-tenancy du cloud fait exactement la même chose, sauf qu'au lieu de partager un mainframe dans le bâtiment du campus, vous partagez des millions de serveurs répartis sur toute la planète. Le principe n'a pas changé, l'échelle, si. Le modèle économique ensuite. En 1965, personne n'achetait un mainframe IBM, on le louait. Le système 360 modèle 30, le modèle d'entrée de gamme, je l'ai déjà dit, coûtait 2700 dollars par mois, soit à peu près 27 000 dollars d'aujourd'hui en ajustant à l'inflation. Pour ça, vous aviez 64 kilobytes de mémoire et la puissance calcul d'une calculatrice moderne. Aujourd'hui, pour 27 000 dollars dans le mois par mois dans le cloud, vous pouvez faire tourner des centaines de machines virtuelles. Chacune étant des millions de fois plus puissante que ce système 360. Le prix par unité de calcul a été divisé par un facteur astronomique, mais le modèle économique est resté le même. Vous louez de la puissance de calcul à un fournisseur centralisé. Les terminaux maintenant. Dans les années 70, le développeur travaillait sur des terminaux passifs, des VT100, des IBM 3270. Il n'avait aucune intelligence propre, tout le calcul se faisait sur le mainframe central. Aujourd'hui, regardez un Chromebook. Regardez un navigateur web qui fait tourner un IDE complet. On est revenu au terminal passif, sauf qu'il a un bel écran et du Wi-Fi.
Et puis mon parallèle préféré, ce sont les jobs batch. Dans les années 60, un programmeur écrivait son code sur des cartes perforées, les soumettait à l'opérateur et attendait parfois des heures que son job passe dans la file d'attente et puis s'exécute. Aujourd'hui, avec le serverless, vous soumettez une fonction, elle s'exécute quelque part dans le cloud, et puis vous récupérez le résultat. C'est du batch processing, avec une latence en millisecondes au lieu d'heures, mais le concept est le même. Vous ne savez pas sur quelle machine votre code tourne, et franchement, vous n'en avez rien à faire. Même les humains se ressemblent. Les opérateurs mainframe en blouse blanche qui gardaient la sale machine comme un temple, ce sont les SRE ou les DevOps d'aujourd'hui, sauf que maintenant ils portent des t-shirts, et qui survoient leur dashboard Grafana depuis leur canapé. Mais il y a quand même une différence fondamentale entre le mainframe d'IBM et le cloud d'aujourd'hui. Le mainframe tournait un logiciel propriétaire, le cloud, lui, essentiellement tourne sur Linux. Et ça change tout. Alors pourquoi est-ce que plus de 90% des machines dans le cloud tournent sur Linux ? La réponse est d'abord économique. Une licence de Windows Server coûte des milliers de dollars par serveur. Linux, 0. Quand vous gérez des millions de machines virtuelles, cette différence est colossale. Les instances Linux coûtent 20 à 40% moins cher que leurs équivalents Windows, uniquement à cause du coût de la licence. Mais l'argument le plus puissant, c'est pas nécessairement le prix, c'est aussi la liberté. Parce que Linux est open source, n'importe qui peut le modifier, l'adapter, le spécialiser. Les fournisseurs de cloud créent leur propre distribution optimisée. Les startups peuvent inspecter chaque ligne de code de leur système d'exploitation. Les chercheurs peuvent expérimenter sans demander la permission à personne. C'est exactement ce que Thomson et Ritchie avaient rendu possible avec Unix dans les années 70, sauf qu'à l'époque, AT&T a fini par fermer la porte. Avec Linux et la GPL, la porte reste ouverte et pour toujours. Et puis, il y a les containers aussi, Docker. Et ça, c'est quelque chose de remarquable, c'est en 2013 et ça se passe en France. C'est Solomon Hykes qui est développeur franco-américain. Il est né à New York, il a grandi en France. Et en 2008, avec Kamel Founadi et Sébastien Pal, ils fondent .cloud, une plateforme de déploiement d'applications. La boîte passe par Y Combinator en 2010, s'installe à San Francisco, mais le produit décolle pas vraiment. En interne, l'équipe a développé un outil pour empaqueter des applications dans des containers isolés. Cet outil s'appuie sur deux technologies du noyau Linux, les cgroups développés par les ingénieurs de Google en 2006 et les namespaces présents dans les noyaux depuis 2002. Ces technologies existaient depuis des années, mais personne n'avait réussi à les rendre simples d'utilisation. Et en mars 2013, Solomon Hykes présente cet outil interne lors d'un Lightning Talk de 5 minutes à la conférence PyCon à Santa Clara. L'outil s'appelle Docker et la salle est électrisée. En quelques semaines, le projet open source explose, .cloud pivote entièrement vers Docker. L'équipe du pivot est largement française à l'époque, Solomon Hykes, Jérôme Petazzoni, Sam Alba, Julien Barbier, Éric Bardin. Docker résout un problème vieux comme l'informatique distribuée. Vous savez, vous avez déjà tous dit ça si vous avez développé du code. Ouais, mais ça marche sur ma machine. Un conteneur Docker empaquette une application avec toutes ses dépendances dans une image qui est portable. Cette image tourne de manière identique sur le laptop du développeur, sur le serveur de test et puis plus tard en production dans le cloud. C'est la promesse de portabilité qu'Unix avait faite dans les années 70 avec le langage C, mais poussée à son terme. Un an plus tard, en juin 2014, Google annonce Kubernetes, un orchestrateur de containers basé sur leur expérience interne avec leur produit interne qui s'appelle Borg, le système qui gère les data centers depuis plus de 10 ans chez Google. Le nom vient du grec Kubernetes, le timonier, et le logo a 7 branches. C'est un clin d'œil au nom de code interne, Project 7, lui-même une référence à Seven of Nine, le personnage ex-Borg de Star Trek. On voit que les ingénieurs de Google ont de l'humour. Docker et Kubernetes, c'est la dernière pièce du puzzle. Parce que Linux fournit le socle, les containers fournissent la portabilité, l'orchestration fournit l'échelle. Et tout ça repose sur des logiciels libres, développés par des communautés mondiales. Le rêve de Thomson et Ritchie, un système ouvert, portable, composable, est enfin réalisé 50 ans plus tard. Mais la victoire de Linux a eu des victimes. Souvenez-vous à l'épisode 3, les guerres de Unix, Sun, SGI, Hewlett-Packard, IBM, DEC, chacun avec sa version propriétaire d'Unix. Que sont-ils devenus aujourd'hui ? Sun Microsystems était le visionnaire tragique de l'épisode 6. Il a été racheté par Oracle en 2010 pour 7,4 milliards de dollars.
OpenSolaris, la version open source de leur système d'exploitation Solaris, est abandonnée quelques mois plus tard. Et le 1er septembre 2017, le week-end du Labor Day, quand personne ne regarde, Oracle licencie environ 2500 ingénieurs des équipes de Solaris et de Spark. Brian Cantrill, un ancien Distinguished Engineer chez Sun, écrit un billet de blog glaçant intitulé The Sudden Death and Eternal Life of Solaris, la mort subite et la vie éternelle de Solaris. Il décrit les coupes tellement profondes qu'elles sont fatales. L'équipe cœur de Solaris d'engineering a perdu 90% de ses gens et l'essentiel du management. 90% de l'équipe, un vendredi de septembre, Solaris, le système qui faisait tourner Wall Street et la Silicon Valley dans les années 90, est mort en silence. Les autres, ils meurent lentement. HPUX, le système qui faisait tourner les centraux téléphoniques du monde entier, a atteint sa fin de support le 31 décembre 2025, il y a quelques mois. Mort liée à celle du processeur Itanium. Quand le hardware meurt, l'OS meurt avec. Exactement le problème que la portabilité Unix était censée résoudre. AX d'IBM, lui, il vit encore sur les serveurs d'IBM, les serveurs Power, mais IBM lui-même a poussé ses clients plutôt vers Linux sur Power, donc le patient est sous perfusion. SGI, la société qui avait rendu possible Jurassic Park et Toy Story, dépose le bilan le 1er avril 2009. Il est racheté par Rackable Systems pour 25 pauvres millions de dollars, une fraction de sa valeur passée, et Irix, son système d'exploitation, était déjà mort, lui, depuis 2006. Mais tous les Unix non Linux n'ont pas disparu. BSD, le système de Berkeley dont on a parlé dans l'épisode 2, lui, il survit, et dans des endroits surprenants parfois. FreeBSD propulse le réseau de distribution de Netflix, qui livre environ 15% de tout le trafic Internet mondial. WhatsApp a géré jusqu'à 1 milliard d'utilisateurs avec seulement 50 ingénieurs, grâce à des langages Erlang sur FreeBSD. Le système d'exploitation de la PlayStation 4 et 5 est basé sur FreeBSD. Et macOS, tvOS, iOS, iPadOS, le système d'Apple est construit sur Darwin, qui est un mélange du micro-noyau Mac et des composants de FreeBSD. Donc BSD n'a pas conquis le cloud, mais il a trouvé ses niches. Et quelle niche? Quand vous regardez Netflix ce soir, c'est FreeBSD qui vous livre les pixels. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai switché sur Mac en 2001, parce qu'après 3 ans sous Linux à la maison, j'ai choisi macOS, parce que c'est un vrai Unix BSD, c'est pas un clone comme Linux. Le noyau Darwin, les outils BSD, un terminal avec un vrai shell. Je sais que c'est clivant, mais pour moi, la boucle personnelle se ferme ici. Partie d'Unix sur Solaris à l'université, passé par Linux, revenu à Unix via macOS. Alors, qu'est-ce que ces 70 ans d'histoire nous apprennent? Première leçon, l'ouverture finit toujours par gagner. Toujours. Mais toujours veut dire sur des décennies, pas des trimestres. Les mainframes propriétaires d'IBM ont dominé pendant 20 ans avant qu'Unix ne les ébranle. Les Unix propriétaires ont dominé pendant 15 ans avant que Linux ne les remplace. Le cloud a mis 10 ans à devenir mainstream après le lancement de C2. À chaque cycle, l'adoption est plus rapide, mais le pattern est le même. Le propriétaire domine d'abord parce qu'il est intégré, cohérent, supporté, et puis l'ouvert le rattrape parce qu'il est libre, adaptable et porté par une communauté plus large que n'importe quelle entreprise. Deuxième leçon, la centralisation et la distribution ne sont pas des choix, c'est un pendule. Les mainframes sont centralisés, les PC sont distribués, le cloud les a recentralisés. Et le pendule continue. Aujourd'hui, on a l'edge computing, l'IA embarquée, les véhicules autonomes poussent déjà le calcul vers la périphérie de nouveau. Mais cette périphérie sera gérée depuis le cloud. Distribution de l'exécution, centralisation du contrôle, le pendule ne s'arrête jamais, il change d'amplitude. Troisième leçon, et peut-être la plus importante, les vrais gagnants ne sont pas ceux qui ont la meilleure technologie, ce sont ceux qui ont le meilleur timing et le bon modèle. Sun avait la vision du cloud dès 2005, $1 par CPU par heure, mais ils exigeaient Solaris et Spark. Amazon a proposé des virtual machines sous Linux, sans lock-in applicatif, et ça a tout changé. SGI avait les meilleures stations graphiques du monde, mais le PC avec une carte Nvidia à $300 les a rendus obsolètes. La technologie supérieure perd face à la technologie suffisante quand celle-ci est ouverte et accessible. Et le prochain cycle alors? Regardez RISC-V, une architecture de processeur ouverte, libre de droit, que n'importe qui peut implémenter. Plus de 13 milliards de cœurs cumulés à fin 2023,
surtout en embarqué et en IoT. RISC-V fait pour le hardware ce que Linux a fait pour le software. Et si le pattern se confirme, et jusqu'à présent il se confirme toujours, RISC-V finira par grignoter les architectures propriétaires. C'est exactement comme ça que Linux a grignoté les Unix propriétaires. Ça prendra du temps, mais l'histoire est de son côté. Alors après 30 ans dans cette industrie, voici ce que moi j'ai appris. Les technologies changent, mais les patterns se répètent. Chaque génération pense avoir inventé quelque chose de nouveau. Le cloud, les containers, le serverless, l'IA générative, les agents IA. Mais ce sont des variations sur des thèmes vieux de 60 ans. Le time sharing de 1961, c'est le multi-tenancy d'aujourd'hui. Les terminaux passifs, ce sont des Chromebooks. Les job batch, ce sont les fonctions serverless. Et le modèle de location mensuelle d'IBM, c'est le pay-as-you-go du cloud. Si vous débutez dans ce métier, retenez 3 choses. Ne pariez jamais contre l'ouverture. Chaque système propriétaire dominant a fini à être remplacé par une alternative ouverte. Deuxième chose, apprenez les fondamentaux, les systèmes d'exploitation, les réseaux, les structures de données, parce que ces connaissances étaient valables en 1970 et elles le seront encore en 2050. Et surtout, étudiez l'histoire, pas pour la nostalgie, pas pour jouer au vieux con, mais parce que celui qui comprend les cycles peut anticiper le prochain virage. Dans le premier épisode de cette série, nous avons commencé en 1946 avec l'ENIAC et ses 30 tonnes de métal, ses 17 000 tubes à vide, ses 6 programmeuses, oubliées par l'histoire. Puis nous avons suivi Ken Thompson et Dennis Ritchie dans les bureaux de Bell Labs en 1969, écrivant les premières lignes de Unix sur un PDP-C, un PDP-7 récupéré dans un couloir pour faire tourner un jeu vidéo. Nous avons traversé les guerres de Unix, où chaque constructeur a transformé un système ouvert en prison propriétaire. Nous avons vu le PC démocratiser le hardware et Richard Stallman construire, outil par outil, l'arsenal du logiciel libre. Nous avons vu un étudiant finlandais de 21 ans poster un message sur un newsgroup. C'est juste un hobby, ça sera pas très grand ni professionnel. Et puis assembler toutes ces pièces en une révolution. Nous avons vu Sun Microsystems avoir la vision du cloud, 5 ans trop tôt. Amazon l'a concrétisé avec la bonne abstraction au bon moment. Nous avons vu Docker, né à Paris, boucler la promesse de portabilité qu'Unix avait fait 50 ans plus tôt. De l'ENIAC au cloud, des cartes perforées aux conteneurs, des salles machines climatisées au data center à l'échelle planétaire. L'histoire de l'informatique, c'est l'histoire des gens qui ont partagé leur code, qui ont partagé leurs idées et leur vision d'un monde où la technologie appartient à tous. La boucle est bouclée, mais le prochain cycle commence déjà. C'était le podcast AWS en français. Merci, à bientôt.